Alors dans cette seconde partie, on retrouve Sonia et Habib et on va parler surtout d'un livre qui s'appelle Kayak mon amour. C'est le sous-titre, c'est jusqu'où iriez-vous pour sauver votre boîte. Donc effectivement, comme je l'avais dit dans l'épisode précédent, c'est quand même une boîte qui a failli déposer 6 fois le bilan et qui est toujours là aujourd'hui grâce à la résilience de son fondateur. Et on va surtout découvrir effectivement que avec ce livre, vous avez quand même une 50aine de petites leçons d'entrepreneurs. Alors, bonjour Sonia, bonjour Habib. Rebonjour. Rebonjour, oui. On se retrouve donc cette fois-ci pour parler de Kayak Communication, donc de l'aventure de Kayak. Donc dans le livre Kayak mon amour, en fait, à un moment donné, à la fin, tu fais une petite synthèse sur 50 leçons de vie pour entreprendre, en fait. Et qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Alors, Sonia aussi, parce que tu dois les appliquer à un moment donné. Donc, qu'est-ce que vous pourriez nous dire tous les deux sur ces 50 leçons de vie, justement? En fait, quand je parle de leçons de vie, c'est-à-dire, pour moi, ce sont des leçons qu'on n'apprend pas dans les écoles, aussi grandes soient-elles. Vous perdez un client qui pèse 40-50% de votre chiffre d'affaires, vous faites comment pour rebondir? Ça, je crois qu'il y a pas mal d'entreprises qui ont dû vivre ça. Donc, comment on fait? Il y a aucune école qui vous apprend ce qu'il faut faire pour rebondir. Et ça, ce sont des choses qu'on apprend quand on est confronté, effectivement, quand on est confronté au terrain. Et c'est là d'où vient effectivement le côté résilience dont on va parler, parce qu'en fait, effectivement, au bout de six fois qu'on a failli déposer le bilan, en fait, la dernière fois où on a failli déposer le bilan, c'était en 2013, et c'est ce qui explique ce livre, parce que finalement, ce livre a sauvé Kayak. Alors pas parce qu'il a été vendu, c'est pas un best-seller. Non, parce que il m'a donné l'envie d'avoir envie. Parce qu'à un moment donné... Ça, c'est Johnny, ça. Voilà, c'est Johnny. Ah mince alors, je lui ai piqué. Non, il m'a dit que je pouvais l'utiliser. Ouais. Alors, en fait, j'étais un soir, ça se passait à 2h du matin, donc chez moi, puis j'alignais les chiffres. Et je regarde que j'étais dans le rouge, personnellement, que Kayak était dans le rouge, et que je ne voyais pas de plan B. D'habitude, j'ai toujours un plan B. Et quand j'ai pas de plan B, je prépare un plan C, et ainsi de suite. Mais là, je voyais plus rien. C'est-à-dire qu'il fallait revendre la maison, peut-être la bagnole, tout arrêter, changer de vie, etc. Et je me suis dit, à un moment donné, au moment où j'allais jeter l'éponge, je me dis, punaise, si je m'en sors là, ça vaut le coup de raconter l'histoire, comment j'ai fait pour m'en sortir. Et voilà, clic. Et c'est là où l'idée est venue. Je me suis dit, alors il faut que j'écrive un bouquin. Et du coup, je ne pensais plus qu'au livre. Mais pour écrire ce livre, il faut que je passe le cap de la crise. Oui, quand même. Et ce livre m'a donné la pêche pour effectivement sortir de cette crise qui était vraiment très très spéciale. Alors, est-ce que il faut parler de ces crises? Bon, moi j'invite les gens plutôt à voir, parce qu'on peut pas te raconter ce qu'il y a dans le bouquin. Mais cette dernière, par exemple, à un moment donné, je vais juste raconter entre parenthèses qui était quand même la plus forte. C'est qu'à un moment donné, on m'avait fait la proposition au moment où j'étais dans le rouge, avec un salaire mirobolant, voiture de fonction, etc., pour accompagner mais quelqu'un, donc un homme politique en tant que directeur de communication, et ça me tentait. Et la question, c'est qu'il fallait que je me débarrasse de Kayak, parce que je pouvais pas être à la fois entrepreneur et rentrer dans la fonction publique. Et j'ai exploré la question, donc ce président que j'avais rencontré m'a donné envie de travailler avec lui. Quand j'ai commencé à essayer de rencontrer des repreneurs, les 2 repreneurs que j'ai rencontrés m'ont dit, Kayak nous intéresse, mais il faut que tu vires tout le monde. Super. Et moi, j'ai pas, franchement, c'est pas du tout dans mes valeurs. Surtout que j'avais pris un engagement avec mes salariés, dont un plus spécialement, je lui ai dit, tant que Kayak vivra, tu vivras. Et donc, je me voyais pas du tout partir sur cette idée-là. Et donc, j'étais vraiment au plus bas, donc j'avais plus rien. Et un soir, j'ai eu un autre rendez-vous avec le président, et j'ai eu une réaction qui m'a fait sentir qu'au bout de 2 mois, peut-être que je vais pas me sentir bien dans la fonction de salarié, fonctionnaire, et que j'allais peut-être claquer la porte parce que ça m'a pas plu. Et du coup, je me suis dit non, je vais continuer. Donc, et voilà, donc j'ai continué, et la semaine qui a suivi, il y a eu un petit miracle. J'avais monté des projets où je demandais 150 000 euros à ma banque, elle me disait non. J'ai dit 100 000, elle m'a dit non. J'ai dit 50 000, elle m'a dit non. Et on m'appelait, c'était le Crédit Agricole,
qui nous ont pris pour un projet. J'ai demandé un acompte 50 000 €, ils me l'ont fait tout de suite. Voilà, on a été recommandé par une agence parisienne. Et en fait, c'est parce qu'on avait travaillé 5 ans auparavant avec la Redoute et quelqu'un leur a dit, c'est Kayak qui va vous régler votre problème. Comme quoi, vous voyez, donc il y a des choses qui peuvent arriver. Et je vois souvent des synchronicités, donc j'en parle aussi dans le bouquin. Ouais, tout à fait, ouais. Parce que un de mes principes, c'est qu'il faut faire du bien. Un jour ou l'autre, ça vous revient, et surtout quand vous en avez besoin. Ouais, d'ailleurs, il y a de très belles leçons de vie dans Kayak, pour en citer quelques-unes. Voilà, quelles sont les périodes difficiles, quel bon profil pour entreprendre, comment gérer les aléas, comment affronter une difficulté, comment gérer un sentiment d'échec. Comment alléger une situation dramatique? Ben, c'est rire d'une situation dramatique, c'est peut-être en sortir, par exemple. Et puis ici, le rire, on aime bien. Tiens, Sonia, tu l'as lu, toi, ce bouquin? Oui, oui. Non, mais je sais pas, hein. Et c'est pas parce que c'est ton père qui l'a écrit que t'es obligé de le lire, hein. Justement, je l'ai lu et j'ai appris pas mal de choses et surtout que Kayak, ça n'allait pas. Il y a des petits secrets dedans? Bah, ça, c'était la chose qu'on savait pas du tout. Enfin, vraiment, Ouais, ça, je partageais pas, en fait. Surtout pas avec ma femme, parce qu'elle angoisse facilement. Ouais, toi aussi? Ah oui, oui. Ah oui. Complètement. Elle, comment ça va? Bah, très bien, tout va bien, madame la marquise. Mais en fait, non, ça va pas du tout, mais il fallait surtout pas le dire. J'ai un ami qui m'a appelé, que Dieu ait son âme, qui est décédé il y a quelques mois, qui m'avait appelé pour m'engueuler quand il a lu le bouquin. Et D'accord. c'était un ami fortuné. Il m'a dit, j'ai remarqué que t'étais dans la merde, tu m'as pas appelé, je t'en veux. Et je sais pas pourquoi, mais moi, j'ai pas été habitué à demander aux autres. Moi, il faut que ça soit au mérite. Il faut que, si je le fais pas moi-même, ça va pas, je vais m'en vouloir, et peu importe, en fait, le coût que ça va avoir, mais c'est très important pour le moral et pour... Et qu'est-ce que t'en penses, toi, Sonia? Bah, moi, je suis un peu comme mon père, hein. Enfin, je pense, que c'est une question de fierté, d'éducation peut-être, je sais pas, mais pour moi, il faut toujours s'en sortir et c'est là où c'est la force de Kayak, c'est que on est agile, donc on a une capacité Comme à un kayak, s'adapter. Voilà, comme un kayak. En fait, on a une capacité à s'adapter à chaque situation et c'est pour ça qu'elle a 32 ans maintenant. Donc, C'est ce qui nous sauve aujourd'hui, hein. Donc Ouais. c'est cette flexibilité, cette agilité, parce que bon, le nom n'est pas choisi au hasard. Kayak, Oui. c'est à l'antithèse des grands paquebots de la communication. Et l'idée, c'est vraiment la proximité, la proactivité. C'est vraiment être en veille permanente. Et aujourd'hui, moi, je peux venir un soir et dire à mon équipe, écoutez, demain, on va vendre autre chose parce que Ouais. le monde a changé. Et donc, ça, cette facilité-là, il faut savoir que les TPE, les petites entreprises, ils ont ce truc Cette facilité de pouvoir rebondir que les rapidement. grandes ouais. entreprises ne peuvent pas avoir. Vous imaginez une multinationale qui veut changer de positionnement, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans de travail, quoi. Donc c'est Ouais. pas possible. Alors que vous, une petite boîte, du jour au lendemain, vous réinventez votre offre et tout peut redécoller, quoi. Donc Après, bon, un kayak, dans tous les cas, ça prend pas l'eau. non, Ben voilà, ça Non. peut se retourner. ça peut. Ça peut se retourner, mais on revient vite à la surface tout le Absolument. temps. Et puis bon, ça a quand même eu, kayak, c'est déjà sa 7e vie, donc un petit peu comme les chats. ouais. On peut dire ça aussi. C'est un client qui nous a dit un jour, le kayak vous emmène là où d'autres navires galèrent pour y parvenir. Ouais, c'est ça, ouais. Je trouvais ça très joli parce que c'est vrai, ça peut passer entre les récifs, etc. Mais j'accorde, moi, cette histoire de résilience, Sonia en a parlé, à l'éducation. Je pense que notre éducation, il conditionne notre capacité à être résilient, donc quelque part. Et est-ce que justement cette résilience, c'est à portée de tout le monde ou c'est Je pense que je pense qu'on ne n'est pas résilient. Je pense qu'on le devient et tout le monde peut le devenir. C'est-à-dire qu'il y a une façon de faire. Mais l'éducation joue beaucoup. Bon, moi, je prends l'exemple de mon père. Je l'ai dit déjà dans la première partie que à l'âge de 17 ans, quand j'ai dit à mon père, voilà, j'ai envie d'aller en France, il dit vas-y, mais je te file pas un centime. Là, il fallait se débrouiller. Et donc, quelque part, il m'a rendu service. Alors, 2 mois après, il s'est débrouillé quand même avec des relations pour m'avoir une bourse. Donc, c'est-à-dire qu'il m'a laissé d'abord mariner pendant 2 mois, voir si j'allais m'en sortir ou non. Mets-toi Donc, bien la tête contre le mur et après on verra, quoi. Exactement. Mais il a gardé quand même l'instinct de père et j'en ai toujours été reconnaissant, moi. Donc, je me rappelle d'un soir de Noël en résidence universitaire. Bon, donc j'étais étudiant. Ce soir-là, donc, il m'a marqué. Il y avait pas âme qui vive. Une résidence, 500 locataires, même pas le gardien de nuit. Il était même pas là. Et donc, je me retrouvais tout seul. Et j'avais les clés d'une chambre d'un ami. J'avais un oignon
et un bout de pain sec. Il y avait un réfectoire, j'avais un petit transistor, on l'appelle transistor du 6 avec la radio, et j'y vais avec une casserole et je me suis fait une soupe à l'oignon en dansant sur le titre Stayin' Alive des Bee Gees de l'époque. Oui. Et voilà, Stayin' Alive, on peut le chanter. Et j'ai fait donc une petite soupe à l'oignon. Il y avait une salle de télévision. Je suis parti, il y avait des fauteuils comme ici, des beaux fauteuils. Je me suis allongé comme un pacha. Qu'est-ce que je vois? Je tombe sur un épisode de Dallas. Alors Dallas, pour ceux de notre génération qui les connaissent, pour les autres, c'est une famille de riches pétroliers qui se bouffent le nez, alors qu'ils sont horriblement riches et qui sont malheureux. Et j'étais en train de me dire, regarde, ces gens-là qui sont riches et qui se bouffent le nez, qui sont malheureux, et moi je suis fauché comme le blé, mais je suis heureux comme tout. Et cette soirée-là m'a marqué parce qu'en fait j'ai transformé une soirée de déprime en une belle soirée. Je me souviens avoir passé une très belle soirée. Et je pense que quand on vit ces moments-là, vous sentez invincible. J'ai toujours que il y a un mérite plus grand que la réussite, c'est de rebondir après un échec. Et en fait, quand on réussit, ça vous donne une confiance en soi. Donc il y a une confiance en soi, mais vous n'êtes pas à l'abri d'un échec. Vous avez réussi, mais vous pouvez échouer la deuxième fois. Mais quand vous échouez, quand il y a un échec et que vous levez, que vous rebondissez, là, c'est un sentiment d'invincibilité. Ouais, vous dites, sens plus fort. C'est un peu l'adrénaline qui remonte, quoi, en fait. Tout peut arriver parce que vous avez déjà pris des coups dans la vie, vous êtes relevé, vous pouvez le faire une deuxième, une troisième, une quatrième fois. Donc c'est un peu ça l'histoire de la résilience, je pense. Et tu me disais à un moment donné, il y a une différence entre entrepreneur et rêveur. Et c'est quoi cette différence-là? Tiens, Sonia, tiens, on va te faire parler un petit peu. Pour toi, c'est quoi la différence entre un entrepreneur et un rêveur? Puisque je suppose qu'aujourd'hui, à un moment donné, tu vas quand même être amené à reprendre la Kayak Communication et donc à diriger cette société-là. Et t'es plutôt rêveuse ou plutôt entrepreneuse alors? Moi de base, j'étais quelqu'un de rêveuse, on va dire, parce que en fait, j'ai toujours voulu être. C'est quoi qui a arrêté tes rêves du coup? En fait, je suis toujours une rêveuse, mais je pense que j'ai la mentalité d'entrepreneuse et ça depuis toujours. Ouais. Parce que dès que j'ai eu 14 ans, je m'en rappelle que j'avais créé mon propre site internet, je vendais des bijoux que je ramenais. Ah ouais, déjà dès le départ, oui, ouais. Voilà. T'avais lu Kayak avant? On va pas le dire parce qu'il y a quelque chose comme ça dans le bouquin. D'ailleurs, faudra pas hésiter à l'acheter. Je vais le remontrer pour ceux qui savent pas ce que c'est. Voilà, il est là, on va le mettre dans le bon sens. Donc c'est Kayak Communication. Il y a plein d'anecdotes aussi comme ça. Mon amour. Donc t'avais commencé à vendre aussi des bijoux peints par internet. Voilà, c'est ça. Donc j'ai fait plusieurs. J'ai toujours eu cette âme d'entrepreneuse, mais je voyais pas forcément les coulisses. Donc pour moi, pour être entrepreneuse, il faut savoir que c'est difficile. Donc c'est pas seulement un rêve, c'est pour moi un choix de vie. Donc il faut vraiment le vouloir et s'accrocher, avoir les épaules solides. Quand on voit maintenant sur les réseaux sociaux des personnes qui disent si vous n'êtes pas entrepreneur, vous avez gâché votre vie ou moi j'ai gagné 10 millions en 3 jours, ce qui est totalement faux. Faut que les gens qui voient ces contenus sachent que non, être entrepreneur c'est un challenge, c'est un choix de vie et qu'il faut vraiment avoir les épaules pour assumer. Un entrepreneur en fait c'est quelqu'un qui est là pour résoudre sans cesse des problèmes en fait concrètement quoi. Voilà. Y a pas je voulais ton avis là-dessus. Sonia en fait elle s'en est rendue compte quand elle a pris plus de responsabilités parce qu'au départ elle avait un rôle de chef de projet mais qui était une salariée comme tous les autres et quand elle est rentrée le soir ça y est Kayak, c'est oublié. Ouais. Mais à partir du moment où je lui dis tu sais, c'est toi qui vas prendre le flambeau demain. Elle a commencé à rentrer un peu plus dans les coulisses et commencé à me dire mais franchement c'est pas simple quoi tout ça. Je savais pas qu'il y avait tout ce cirque. Et moi j'explique effectivement l'histoire des rêveurs et la différence entre les rêveurs et les entrepreneurs dans l'âme, c'est que les rêveurs pensent gagner après une course de 100 mètres. Alors que les entrepreneurs dans l'âme, ils savent que l'entrepreneuriat, c'est un marathon à vie. Et ça, si on l'a pas compris, c'est même pas la peine d'entreprendre, ça sert à rien. C'est un marathon à vie, c'est-à-dire jusqu'au bout, c'est un marathon, il faut savoir courir, se relever, tomber, etc. Sonia avait créé effectivement sa petite entreprise à 14 ans, mais je crois qu'elle a lu mon histoire. Moi, j'avais démarré à 8 ans. À l'âge de 8 ans, j'étais encore à Marrakech. Mon père m'avait acheté pour les vacances, parce qu'on avait 3 mois de vacances scolaires. 3 mois de vacances scolaires. Le pied. Voilà. Mon père, il avait une boutique de vente de tissus au kilo dans les souks.
Et il m'a dit, écoute, est-ce que tu as envie de gagner de l'argent? J'ai dit, bah ouais. Donc, à l'âge de 8 ans, bah ouais. Il me dit, bah écoute, je vais te prêter de l'argent et tu crées ta petite boîte. À l'époque, les enfants, ils achetaient un petit établi et ils vendaient des bonbons. Ouais. Et il me dit, bah tu viens, tu te mets devant ma boutique et tu vends des bonbons. Et il m'a prêté l'équivalent de 5 euros. Donc 1 euro pour faire l'établi chez le menuisier. Et 4 euros, il a été avec moi la première fois pour acheter les bonbons que j'ai revendus. Et au bout d'une semaine, je l'ai remboursé. 2 semaines, je commençais à faire du fric. Et donc ça m'a vraiment plu. Donc je me suis fait pas mal d'argent à l'époque pour les vacances. Et plus tard, quand j'en ai discuté avec mon jeune frère, parce qu'il a fait le même coup à mon frère mon frère qui nous a quittés il y a 2 ans et demi, qui était dans l'entrepreneuriat, enfin c'était un prof dans l'entrepreneuriat, il m'a dit, tu sais pourquoi notre père il nous a fait ça? C'est pas pour le fric. Bon, il y avait ça. Oui. Mais c'est pour pas qu'on ait des mauvaises fréquentations pendant les 3 mois de vacances. Lui, il est occupé, il peut pas nous surveiller. Et puis ça vous a appris aussi en même temps à voir qu'on pouvait aussi gagner de l'argent par soi-même à force de, tout à fait. À force de travail. D'ailleurs, à force de travail, à un moment donné, dans ton livre, tu mets l'accent sur les attitudes en fait, les attitudes entrepreneuriales à avoir en fait pour pouvoir effectivement avancer. Oui, alors en fait, il y a plein de réflexes qu'il faut avoir. Je pense, il y a une phrase. Bon, la première en fait qui sort. J'avais dit que c'est souvent la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte. Ouais, donc, c'est souvent ça. Ouais. Donc parce qu'en fait, souvent la vie d'un entrepreneur, c'est comme si vous avez un trousseau il y a 20-30 clés. Tant que vous n'avez pas été jusqu'à la dernière qui ouvre la porte, vous pouvez pas savoir. Et donc ceux qui baissent les bras au bout de la 10e et ils disent bon bah c'est tout, j'ai pas la clé, bah forcément ils sauront jamais. Donc il faut aller jusqu'au bout. Il faut savoir sentir ce bout-là. Donc ça, c'est un premier réflexe, je pense, c'est la persévérance. Donc c'est très important. Bien sûr. Autre élément que j'avais appris à mes dépens, donc je crois que j'avais titré quelque part, pleurer et l'on vous fuit, souriez et l'on vous suit. Ouais, c'est ça, ouais. Et ça, c'est quand Kayak est sorti du groupe. Bon, vous savez, quand on est dans un groupe, il y a une espèce de confort parce que vous avez un service administratif, comptable, etc. Moi, je savais jamais ce qu'il y avait sur les comptes. Je m'inquiétais pas des problèmes financiers. Donc, voilà, on travaillait, on produisait, j'allais trouver des clients, etc. Et au moment où, parce que Kayak était plus dans la partie print, charte graphique, création graphique, et quand le web est arrivé, ben, on pouvait pas faire du web, on pouvait pas faire de la vidéo parce que il y a déjà une agence établie dans le groupe, donc on peut pas lui faire concurrence. La vidéo pareil, donc du coup il y avait plus qu'une solution, c'est qu'il fallait qu'on sorte du groupe. Et donc on est sorti du groupe, mais quand on est sorti, pour moi c'est comme si j'avais pris un coup de massue sur la tête, parce que je suis sorti avec mon équipe et je me dis waouh, il faut tout reprendre, tout à zéro, comment on fait, comment on se repositionne, etc. Et j'avais été voir les clients parce que bon, il y avait un pacte, les clients qui étaient ramenés par le groupe restaient dans le groupe, les clients que j'avais ramenés, je repartais avec. Donc j'ai été voir mes clients et je me rappelle les 5 ou 6 clients que j'avais rencontrés, j'avais tendance à pleurer, à dire voilà, je sors du groupe, j'espère que vous allez me suivre, etc. Et j'ai remarqué que la plupart d'entre eux commençaient à me fuir parce que forcément j'avais pas un discours très attractif, les gens ils ont déjà leurs problèmes. Et je me suis isolé 3 jours à la maison et j'ai posé en fait des brochures, des plaquettes, un peu comme dans les scènes de crime, quoi. Comme les scènes de crime. Voilà, où je commençais à coller les morceaux et je réfléchissais qu'est-ce qui faisait qu'on a gagné tel ou tel client. Je me suis rendu compte que 80% d'ailleurs des clients qu'on gagnait, c'était uniquement du réseautage, c'était uniquement parce qu'on a parlé de nous, parce que et c'est pas dans le dur, pas forcément dans le dur, c'était dans le dur, il y en avait 10, peut-être 15%. Mais pas plus que ça. Et j'avais eu l'idée de créer un pack multicanal en regardant en fait le pack téléphonique que j'avais acheté. Et j'ai dit tiens, on a créé un pack carrément physique. On vendait un plan de communication annuel avec une boîte dans une boîte. Et donc ça, c'était une innovation qui nous a permis de rentrer d'ailleurs à Eura Technologies, qui est la Silicon Valley lilloise. Et quand on est rentré là-dedans, enfin au moment où je travaillais sur ce projet-là, je revoyais mes clients, ils me disent alors Habib, j'ai alors là, j'ai un truc génial, mais je peux pas vous en dire plus. Je vais vous inviter, je crois que c'était le 10 mars, vous allez ah bon, et là tout le monde me demandait des devis, tout le monde voulait bosser avec nous.
Donc d'où l'histoire, pleurez et l'on vous fuit, souriez et l'on vous suit. Donc il faut apporter de la C'est un petit peu ce que t'expliquais dans le tout premier épisode que je vous invite à réécouter si vous l'avez pas encore écouté, où effectivement, bon, on a aussi toutes ces informations qui nous sont données par les différents médias qui peuvent aussi parfois assombrir un petit peu nos esprits d'entrepreneurs et nous guider plus vers un marasme qu'effectivement une avancée. Petit placement de produit, tiens, en même temps, profitez 30 secondes. Juste remercier quand même l'hôtel Kyriade qui nous accueille pour l'hôtel Kyriade, pas l'hôtel Kayak. Non, c'est ça, c'est l'hôtel Kyriade DM qui nous accueille quand même pour cette vidéo et ce podcast. C'est aussi pour ça que vous entendrez de temps en temps quelques bruits de clients parce que ils ont le droit de parler, hein, après tout, il y a pas de raison à ce niveau-là. On a vu effectivement qu'il y avait quelques réflexes à prendre quand on était entrepreneur. Aujourd'hui, tiens, toi Sonia qui est une jeune entrepreneur, puisque tu vas reprendre Kayak Communication d'ici peu, qu'est-ce que tu conseillerais toi à une personne lambda justement pour réussir en fait? Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Alors moi, ce que je conseillerais, c'est déjà de être en dehors d'avoir papa qui a déjà créé sa boîte. Hein, d'accord. Ah non, mais attends. C'est encore plus dur, hein, je vous rassure. Franchement, d'un côté, c'est encore plus dur parce que du coup, il y a déjà une histoire et c'est la tête d'affiche, quoi. Donc, on me voit comme la fille d'eux, donc c'est encore plus compliqué. Mais quelques conseils que je peux donner, c'est être en veille tous les jours parce que maintenant, on est dans un monde de l'inconnaissable. Donc, on ne sait pas ce qui est fait demain depuis la crise du Covid. Et aussi avoir des valeurs qui guident votre vie. Donc faut rester en adéquation avec ces valeurs, faire quelque chose qui vous passionne et c'est là où vous prendrez du plaisir et vous allez montrer aux personnes que c'est un plaisir de travailler avec vous. Donc je pense que c'est la base de tout, c'est prendre du plaisir, c'est ça qui donne envie aux gens de venir vers vous et de prendre vos services. D'avoir toujours le sourire, d'avoir toujours le smiley, voilà, c'est ça. Exactement, pour avancer. Un petit quelque chose à rajouter très rapidement par rapport à ce que vient de nous dire Sonia. L'inconnaissable que Sonia a dit, en fait, c'est une expression de Pierre Giorgini dans son dernier ouvrage, La crise de la joie. Et il explique que l'inconnu, ça peut être une tempête qui arrive, mais on ne sait pas du tout à quelle vitesse, quel dégât elle va provoquer. L'inconnaissable, c'est qu'il y a quelque chose qui va arriver, mais on ne sait pas quoi. Est-ce que c'est un tremblement de terre? Est-ce que c'est une tempête? Est-ce que c'est un tsunami? On ne sait pas. Et il a dit depuis, en fait, la Covid, c'est un peu le monde de l'inconnaissable. Et moi, je rajoute sur Amy Webb, qui est une futurologue américaine, qui avait dit justement qu'il faut oublier les plans sur la comète, les plans quinquennales, etc. Tout ça, c'est désuet, quoi. C'est complètement dépassé. Et qui dit que aujourd'hui, il faut être en veille tous les jours et chaque jour rajouter une innovation incrémentale dans ses activités. Donc il faut être en veille tous les jours, il faut presque se refaire tous les jours. Et donc c'est cette agilité qui va apporter effectivement du business. Et moi nous on est très très attachés à une expression de Albert Einstein qui dit que la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Ça, c'est notre phrase, ça. C'est vraiment notre phrase fétiche. Mais franchement, c'est une belle phrase parce que bon, ça en dit beaucoup sur le besoin de se renouveler quand on est entrepreneur, le besoin d'avancer, le besoin de faire pas mal de choses. En revanche, il y a un truc quand même qui m'inquiète un petit peu. Je voulais, oh non, c'est pas encore la blague de Boudère, ça vous l'aurez après. Ce sera dans un prochain épisode et donc va falloir écouter jusqu'au bout si vous voulez avoir la fameuse blague de Boudère. Non, c'est quoi cette histoire là SDF pendant 24 heures? Oui, c'est vrai. ça remonte, je crois, 2015. Donc pas sans difficulté financière, on est bien d'accord, sans domicile fixe. Hein, c'est ma sœur qui m'a interdit de montrer les images. J'ai les rushs encore, j'ai les images, etc. Il m'a dit non, montre pas ça, j'ai pas envie de voir mon frère comme ça. Mais en fait, c'est une histoire incroyable. Tout à l'heure, on parlait de comment est-ce qu'on peut gérer un peu les choses. Moi, je me dis, on est guidé par des valeurs. Moi, j'ai des valeurs, c'est-à-dire le respect de l'engagement. C'est ce qui a guidé, en tout cas, Kayak. Quand on dit mardi à 17h, vous avez le truc mardi à 17h. Quitte à crever la veille, peu importe. Donc l'engagement est très important. Après, il y a d'autres principes. Et puis bon, le côté humain. Donc faire du bien, ça peut toujours vous revenir un jour. Ouais. Et donc faire du bien sans forcément attendre quelque chose en retour. Et moi, j'ai toujours remarqué, d'ailleurs, on a parlé des 6 fois, on a failli déposer le bilan. À chaque fois, il y a un petit miracle qui arrive, qui n'a pas été calculé. Et je l'associe à ce côté, le fait d'avoir fait du bien. Et c'est souvent des gens à qui on a fait du bien à un moment donné qui viennent vous secourir.
Moi, j'ai un gars je reviendrai à l'histoire du SDF. J'ai un gars que j'avais créé une boîte au Maroc et j'ai un gars que j'avais engagé parmi mes premiers recrues qui était très mal, qui habitait dans des bidonvilles. Aujourd'hui, il n'y a plus ces bidonvilles. On est arrivé à 21h, c'est quelqu'un qui me l'a recommandé. Et on arrive, il pleuvait et j'avais les pieds dans la flotte, 10 cm de flotte. Et avec sa femme, ils avaient une table qui était surélevée, ils ont mis leur bébé, ils venaient d'avoir un bébé pour pas qu'il touche. Et nous, on venait de louer une grande villa dans une grande avenue, l'une des grandes avenues de la capitale. Je dis, écoute, est-ce que ça t'intéresse de bosser? Il me dit, bah oui, ça fait longtemps que je cherche du boulot. Bah ouais. Et je dis, bah dès demain, tu viens, tu emménages dans la villa. Et là, ça fait des années, ça fait plus de 20 ans, il habite dans cette villa. Bon, je lui ai passé le permis, je l'ai formé, donc c'était devenu ma meilleure recrue. Ce gars-là a une reconnaissance incroyable. Je l'avais perdu de vue pendant 10 ans, parce que bon, la boîte, je l'ai revendue, je suis revenu en France, kayak, etc. Et à un moment donné, une des crises où j'avais besoin, alors tenez-vous bien, juste de 5 000 € pour rebondir, pas plus. Hein. Qui c'est que je rencontre? J'arrive, j'ai été pour des raisons familiales, j'arrive là-bas et j'étais vraiment mal, et je rencontre ce monsieur. Ah, Habib, il faut absolument que tu viennes à la maison boire un thé. J'ai dit, bah écoute, j'ai pas le temps. Il dit, si, parce que j'ai gardé du courrier pour toi. Et j'ai du courrier, bah t'aurais dû le donner à celui qui a arraché la boîte. Non, il dit, c'était attendant. J'ai dit, tu l'as ouvert? Non, j'ai pas ouvert. J'arrive, j'ouvre le courrier, j'avais 10 000 € sur un compte. En fait, c'était un compte d'assurance vie que j'avais complètement zappé, que j'avais laissé et qui s'est renouvelé. Qui a grossi tout seul, tranquillement. J'ai appelé la banque, j'ai dit, je peux venir retirer 5 000 €, parce que j'y croyais pas du tout. Oui, monsieur, et je suis venu, je les ai retirés, et en fait, et je me suis dit, c'est pas possible, 10 ans plus tard, qui aurait cru que enfin, si je l'avais pas rencontré, bah voilà. Et je me dis, il y a des synchronicités comme ça qui sont importantes. Alors, on revient à l'histoire du SDF. On va revenir à l'histoire du SDF, si tu veux bien. J'étais dans une vague où, bon, avant, chez Kayak, moi j'avais un principe, c'est qu'il fallait absolument qu'on fasse des œuvres, qu'on aide, qu'on contribue à un monde meilleur, parce que ça fait partie de nos valeurs. On a fait pendant 10 ans des collectes de peluches pour des enfants déshérités. On l'a fait avec des associations, mais quand les associations ont arrêté, on n'a pas pu continuer. Et j'avais envie de créer une fondation pour les SDF. À un moment donné, il y avait beaucoup de SDF en France et je me suis dit, ça c'est vraiment ce que j'aimerais. Là où je prendrais vraiment du plaisir, c'est prendre un SDF et en faire un entrepreneur. En faire quelque chose de vraiment quelqu'un à qui on va changer la trajectoire. Et donc je me suis intéressé à la question. Je me suis dit, pour aller chercher des financeurs et chercher des partenaires, j'ai envie de vivre 24 heures dans la peau d'un SDF pour comprendre comment ça marche. Ma femme, bien évidemment, oh là là, j'ai dû batailler dans la famille, mais non, tu vas pas y aller parce que j'y suis allé sans téléphone, j'ai dit non, il faut pas que j'ai une pièce. Comme un SDF, quoi. Comme un SDF, il faut pas que j'ai de téléphone pour que j'ai rien. Il y avait une équipe qui me filmait parce que l'idée c'était quand même d'avoir un retour, de faire un débrief sur la question, donc les 24 heures. Et pour l'histoire, j'ai récupéré des affaires vraiment délabrées, etc. Complètement délabré avec un chapeau de Gavroche. J'arrive devant la gare de Lille, l'île Flandre. Il y a un SDF qui était assis, il me dit, monsieur, vous auriez pas une pièce? J'ai dit, merde, je suis pas encore un SDF. J'ai appelé les gars, ils ont pris un bouchon pour me noircir. En fait, c'était toute une histoire et finalement, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que pour monter une fondation, il faut 1 million d'euros. Donc il fallait des sous. Deuxièmement, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus compliqué que ça d'aider les SDF parce que j'avais trouvé des organismes qui étaient prêts à donner des logements. Mais ils ont déjà fait l'expérience de donner des logements et les SDF ne restaient pas. Il y en a qui veulent absolument vivre dans la rue. En fait, c'était très compliqué. Et puis moi, j'avais une société à mener. Je me suis dit, non, c'est trop prenant, c'est un autre métier. Et toi, Sonia, tu fais quand l'expérience? Oh. Déjà, je me rappelle, j'avais très très peur quand il avait fait ça. Forcément, c'était trop compliqué pour créer la fondation. Donc on aide à notre manière en faisant des maraudes pendant l'hiver, Human House aussi, tu peux parler d'Human House. Oui, mais bon. Oui, alors peut-être dans la prochaine. Ouais. On verra aussi le coiffeur d'ailleurs, l'histoire du coiffeur dans le prochain épisode. Eh ben oui, on va faire un peu de teasing parce qu'il me semble que t'as quelqu'un appelé. Oui. Si je me trompe pas. Et donc, oui, c'est vrai, donc il est temps. Ah bon. Et donc du coup, on va se retrouver dans quelques instants et dans le second épisode, Absolument. Dans le 3e épisode, histoire de voir un petit peu qui Habib a envie d'appeler. Merci Sonia, merci Habib. Merci. On se retrouve
tout de suite dans l'autre partie où on va évoquer un autre sujet tout aussi important. Et c'est promis, vous aurez la blague de Boudère. Et c'est promis, on va vous parler de l'histoire du coiffeur aussi. Vous inquiétez pas. On verra aussi comment on peut faire de belles rencontres et que dans la vie, il faut toujours oser. Et donc, on parlera de Daniel Balavoine, de Moed Altrad et d'autres rencontres fascinantes également qu'a pu faire Habib durant tout son parcours d'entrepreneur. D'ici là, si vous avez raté les 2 premiers épisodes, allez-y. N'oubliez pas, Kayak Communication, Kayak Mon Amour, la déclaration d'amour d'Habib à son entreprise. Le bouquin est ici. Voilà, je vous montre. On le voit bien à la caméra, pas de problème. Voilà, il est là. Et donc, n'hésitez pas à le commander, à le lire. Et si vous aimez effectivement l'entrepreneuriat et les histoires d'entrepreneurs, vous ferez comme moi, vous mettrez même pas 12 heures pour le lire. Allez, là-dessus, merci Habib, merci Sonia. Et on se retrouve rapidement pour la suite.